Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. L'actualité reste dominée par l'adoption du calendrier de la session ordinaire au Sénat et puis l'évaluation de l'état de siège qui en est aujourd'hui à sa 8e prorogation consécutive. Ce sont là les points qui seront ou sont en train d'être d'ailleurs débattus au moment où nous vous parlons au cours de la plénière du Sénat sous la présidence de l'honorable Bahati Lukwebo. Et cette plénière a également invité le ministre de la Défense nationale et ancien combattant ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et état-major des FARDC. Saluation, l'état des sièges. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. C'est parti. En images, les questions économiques et de sécurité au niveau de la sous-région et en Afrique tout entière, les exploitées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président en exercice de l'Union africaine, notre envoyé spécial depuis New York, Patrick Michel Moukoui. En même temps que nous nous employons à extirper le coronavirus de la vie de nos populations, devons-nous nous atteler à relancer l'économie mondiale au risque de fragiliser davantage ces populations, de briser leur résilience et de compromettre pour longtemps le retour à la prospérité ainsi qu'à la normalité sociale. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commande la mondialisation de nos économies et la globalisation des enjeux internationaux. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les économies africaines ont grandement besoin de financement pour se redresser, cela d'autant plus que les efforts pour amortir le choc de la pandémie et limiter ces dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis. Dès lors, la reprise qui s'amorce risque d'être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi l'Union africaine portant sur le financement des économies africaines affectées par la Covid-19, notamment celle du G20, sur la suspension du service de la dette et du cadre commun pour la restructuration de la dette, celle du sommet de Paris du 18 mai 2021 qui a lancé l'idée d'un New Deal, celle du 4e sommet du pacte G20 pour l'Afrique, aussi appelé Compact with Africa, de la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 et surtout de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de financement des économies des pays en difficulté par suite de la pandémie. Toutefois, les 33 milliards de DTS alloués à l'Afrique dans ce cadre sont totalement insuffisants au regard de l'immensité de ses besoins de relance économique. C'est pourquoi il est nécessaire que les Nations Unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de DTS pour l'Afrique grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches. Au demeurant, une partie de cette réallocation pourrait contribuer à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Le bureau de l'Assemblée nationale a reçu une délégation des députés provinciaux venus solliciter l'insertion des assemblées provinciales dans le budget national. On les écoute.
De bien dire que nous sommes les assemblées provinciales, nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît. C'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous sommes venus les voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés provinciaux qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous. Il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. Ils étaient au micro de Sylvie Mwembo et Bernard Baudot. Les sénateurs ont adopté l'avant-projet du calendrier de la matière à traiter au cours de la session de septembre. C'était lors de la conférence des présidents, nous dit Sandra Nyangui. Le Sénat a adopté l'avant-projet du calendrier de la matière à traiter lors de la session de septembre. Réuni autour de Modeste Bahati Lukwebo, le président de la Chambre haute du Parlement, ce mercredi 22 septembre, la conférence des présidents des différentes commissions se sont mis d'accord sur la matière à traiter au cours de cette session, essentiellement budgétaire. Les élus des élus vont notamment renforcer le contrôle parlementaire. Concernant le budget 2022, déjà déposé au Parlement par le Premier ministre, le Sénat veut que ce dernier tiennent compte du développement des provinces dont il est l'émanation. Nous venons d'avoir notre première réunion, notre conférence de présidents, afin d'adopter le projet de calendrier pour la session ordinaire de septembre 2021, qui est essentiellement une session budgétaire. Pendant cette réunion, nous avons pu faire la répartition des matières dans les commissions permanentes. Nous avons déjà commencé. Il y a une commission ECOFIN élargie qui a déjà auditionné un bon nombre de ministres et le travail continue. Nous pensons à la fin de ces travaux et lorsque le budget va nous parvenir de l'Assemblée nationale, nous allons pouvoir y travailler techniquement avec des pistes claires pour atteindre notre objectif, qui est de trouver les moyens. La proposition de loi sur les dons et la transplantation d'organes, des tissus, des cellules du corps humain. Nous avons également la proposition de loi organique portant protection des droits des personnes vivant avec handicap. Nous avons le projet de loi sur les statuts des magistrats, qui est très important parce qu'il faut que l'état des droits rime dans le même sens d'améliorer les conditions de nos magistrats aussi, pour que chacun fasse bien son travail. Nous avons une matière aussi très importante qui est la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Parmi les nouvelles matières à traiter au cours de la session en cours, on peut noter le projet de loi de finances rectificatif du budget de l'année 2021, le projet de loi portant reddition de comptes de l'année 2020, ainsi que le projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. C'est ce jeudi 23 septembre 2021 que ce projet calendrier sera présenté avant d'être adopté en séance plénière. Une plénière qui devra également évaluer à huis clos l'état d'urgence décrété dans une partie du territoire national. Et suivons à présent ce qu'a été l'ouverture de l'atelier sur la stratégie de lutte contre le discours de la haine en RDC, organisée par l'UNESCO. Cette cérémonie a été présidée par la ministre près le président de la République, Nana Manouanina. Reportage Mamita Bangoulou. Organisée par l'UNESCO, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale à Libreville, UNOCA, l'atelier sur les stratégies de lutte contre le discours de haine en RDC a pour objectif de susciter un consensus sur les stratégies, initiatives et actions concrètes à mener pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation de discours de haine dans le but de promouvoir la paix et le vivre ensemble en RDC. Nous sommes tous engagés dans un effort collectif pour poursuivre un objectif commun qui est celui de préserver le vivre ensemble et de bâtir une coalition multipartite contre le phénomène du discours de haine. De son côté, David Maclacar, coordonnateur résident du système des Nations Unies, s'est attelé sur l'importance capitale de vivre ensemble pour la paix. Les Nations Unies élèveront toujours la voix pour dénoncer les messages de haine
appeler les auteurs à la raison et inviter les autorités à prendre des mesures qui s'imposent pour les sanctionner fortement. La ministre après le chef de l'État, Nana Manouanina, s'est félicitée de la tenue de cette rencontre. Ces travaux de l'atelier se dérouleront pendant 3 jours en séance plénière et en travaux de groupe. Le partenariat entre la MONUSCO et le ministère de la Défense nationale à travers les FARDC, la question liée au retrait progressif de la MONUSCO en RDC ainsi que l'évolution des opérations sur le terrain ont fait l'objet d'une séance de travail entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda et François Grignon, directeur des affaires politiques de la MONUSCO. Reportage Thierry Nzazi. Cette forte délégation de la mission des Nations Unies en RDC, conduite par son directeur de la direction des divisions des affaires politiques, François Grignon, a été reçue par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant Gilbert Kabonda Kourenga. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la poursuite du partenariat entre la MONUSCO et le ministère de la Défense nationale. Ils ont été accompagnés donc du commandant de la force adjoint qui a aussi partagé les informations sur le partenariat entre les FARDC et la MONUSCO. Le ministre de la Défense nationale a fait savoir à ses hôtes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, souhaite que le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Keïta et son Excellence le Premier ministre viennent de signer le plan de transition sur les 3 prochaines années. Et donc dans ce cadre, il y a un certain nombre de dossiers, d'objectifs qui doivent être atteints à travers ce partenariat entre le gouvernement et la MONUSCO et les Nations Unies. S'agissant toujours du retrait progressif de la MONUSCO en RDC, Gilbert Kabonda a rappelé à ses interlocuteurs la récente signature du plan de transition entre Madame Bintou Keïta, patronne de la MONUSCO, et le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Au terme de cette rencontre, il est important de rappeler les différents projets sur lesquels les deux parties collaborent. Et cap dans la province du Haut-Katanga, dans le chapitre des infrastructures, l'heure est au lancement des projets de construction des infrastructures. Regardez. De cet entretien entre le gouverneur du Haut-Katanga et le directeur général de la société 4 Project Africa, certains projets auxquels cette entreprise évoluant dans le domaine des infrastructures peut apporter son expertise. Germain Kodjo a présenté au gouverneur Jacques Yaboula les atouts de son entreprise dans le domaine du génie civil. Nous avons discuté de certains nombres de projets pour exécuter ici dans la province du Haut-Katanga. Ce qu'ils ont comme disponibilité pour des projets, soit dans les secteurs infrastructures, de l'agriculture, de l'aérogare, parce que c'est aussi une des priorités de la province. Il faut moderniser les logements sociaux et d'autres dont nous sommes capables d'aller immédiatement pour l'exécution. Le secteur clé de la vie de la population. Donc la population déjà commence à se sentir concernée par ce que l'entreprise 4 Project va amener ici dans cette province. Par la suite, l'autorité provinciale a échangé avec le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire, Célestin Bengama, en mission de travail dans le Haut-Katanga sur la formation des éléments de la police de proximité ainsi que sur la situation sécuritaire dans cette province. C'était un commentaire de Nicole Cessep, restant toujours dans la province du Haut-Katanga, où la centrale hydroélectrique de Mwandigusha, dans la province du Haut-Katanga, est totalement rénovée. Une délégation conduite par le directeur général de la SNEL a visité cet outil de production de l'électricité. Yvette Mankoutima et Edith Chala signent ce reportage. Les travaux auront coûté 130 millions de dollars américains. La centrale hydroélectrique de Mwandigusha est complètement rénovée. Comme convenu aux travaux du 5e forum sur l'énergie à Lubumbashi, les participants ont eu droit à une visite guidée à cette merveille qui est passée de 11 à 13 MW de puissance par machine. Captage d'eau, canal d'aminé, bassin de retenue, les 3 conduites forcées, bref, la rénovation est effective. SNEL a pertinemment travaillé pour ses abonnés. La SNEL, ce qu'elle a aujourd'hui est plus qu'important et que la SNEL est toujours en train d'améliorer le service que nous rendons là. Nous avons des projets, par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons un projet de remise en conformité du réseau de la ville de Kinshasa.
la SNEL, c'est en plein dynamisme pour renouveler, réhabiliter et moderniser nos infrastructures. Les machines ont aussi été totalement réhabilitées. Les efforts que fournit SNEL pour réhabiliter son outil de production. Nous avions des équipements très vieux. La haute direction a pris des mesures, mis en place un programme de réhabilitation de toutes les centrales. Et aujourd'hui, on est dans les Katanga pour voir la première centrale qui est finie. C'est modernisé totalement. Vous avez vu toute cette ferraille-là qui est à l'extérieur. Ça a été remplacé par un poste compact. Ça, c'est un vieux poste avec beaucoup de fer, ainsi de suite. Mais c'est compact, c'est moderne. Et aujourd'hui, nous sommes au standard international. Les postes compacts sont installés en lieu et place du gigantesque poste qui recevait l'électricité de Mwadingusha et de Koni. Des travaux réussis grâce au partenariat public-privé, SNEL, l'entreprise Ivanoé, sous la supervision de EPSM comme ingénieur conseil. Une commission d'enquête mise en place pour voir clair à la gestion de la société de transport au Congo, Transco. Elle va statuer entre autres sur la grève des agents pour un paiement de salaire et sur le dossier des 161 bus trouvés dans une concession privée dans la commune de Lantélé. Reportage Myriam Madika et Nanou Umba. La mise en place de la commission d'enquête sur la gestion du comité suspendu de la société Transco vient d'être officiellement installée. Selon le ministre des Transports, Chéribin Okende, qui a agi sur l'instruction du chef de l'État. Cette commission, composée de 7 membres issus de différentes institutions, elle a été présentée au comité intérimaire que dirige le directeur général, Maître Chief Chipamba, le mardi 21 septembre 2021. La commission vient de mettre présenté, tel que tout le monde attendait, par rapport à une sortie définitive de la crise que connaît cet établissement public, sur lequel l'État fonde les espoirs par rapport au déplacement de Congolais. Bon vent au comité qui fasse le travail que toute la nation attend d'elle, qu'il rétablisse les responsabilités. Transco est créé avec l'argent du Trésor, Transco vit avec l'argent du Trésor. L'argent du Trésor se doit d'être surveillé par tout le monde. Donc il est grand temps que l'on apprenne à respecter la chose publique. L'installation a salué par le personnel de la Société des Transports au Congo qui attend avec impatience le résultat de Kif Chipamba est déjà à pied d'œuvre pour relever les niveaux des Transco. Et parlons santé, hormis le respect de gestes barrières, la vaccination reste l'un des moyens pour lutter contre la Covid-19. Pour prêcher par l'exemple, plusieurs personnalités se bousculent pour se faire vacciner. C'est le cas du chef d'état-major général des FARDC, Célestin Balamoussense, et le ministre du Plan, Christian Mwando Simba, qui se sont fait vacciner. Regardez. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, vient de recevoir sa première dose de vaccin contre la Covid-19. Christian Mwando Simba voudrait prêcher par les yeux comme c'était le cas avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Après quelques formalités d'usage, le patron du plan a été vacciné à la clinique Ngalema. C'est une obligation, c'est une responsabilité. Nous pensons que la maladie a fait beaucoup de victimes aujourd'hui et nous avons le devoir de protéger nos proches, de nous protéger nous-mêmes. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour responsables politiques, j'appelle tout le monde, tous ceux qui me comprennent, tous ceux qui m'entendent, à se faire vacciner. Cet acte du ministre d'État en charge du plan a été suivi par quelques membres de son cabinet. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est le maître mot du message de Christian Mwando Simba à tous les Congolais. Une autre personnalité, mais cette fois-ci un militaire, c'est le chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Balamoussense, qui a reçu sa première dose du vaccin Moderna à la clinique présidentielle de l'Union africaine. Le numéro 1 de l'armée congolaise qui s'est fait accompagner de son adjoint est favorable à la vaccination de toutes ses troupes. Des mesures seront prises avec les programmes élargis de vaccination pour que les FARDC reçoivent leur dose de vaccin. J'ai assisté à la mort des amis et collaborateurs de manière subite et c'est grâce au vaccin et en respectant des gestes barrières que la population mondiale a échappé à toutes sortes de difficultés et disparitions. C'est donc une nécessité de prendre les vaccins pour éviter les pertes en vies humaines, a renchéri le général Célestin Balamoussense.
Promouvoir une gestion responsable de la sécurité dans le secteur extractif et s'assurer du respect des droits de l'homme, tels sont les objectifs poursuivis par les principaux acteurs de la mise en œuvre des principes volontaires qui se sont réunis en vue de mettre au point une feuille de route commune et finaliser la candidature officielle de la RDC. José Baïbo nous... La République démocratique du Congo amorce le dernier virage dans la mise en œuvre de l'initiative de principes volontaires de respect des droits de l'homme et de sécurité dans les industries extractives, de leviers sur lesquels s'appuyer dans les buts de s'assurer de l'observance de principes de droits de l'homme par les entreprises minières dans leurs opérations. Les parties prenantes engagées dans les discussions vont au cours de cet atelier lancé par le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela, réfléchir sur les objectifs en matière d'amélioration de la sécurité et des droits de l'homme pour produire dans la finalité une feuille de route commune, la candidature officielle de la RDC au principe volontaire qui a pour objectif de promouvoir une gestion responsable de la sécurité dans le secteur extractif et de s'assurer que les entreprises respectent le droit de l'homme dans leurs opérations. Des mesures de sécurité doivent accompagner les activités autour de sites d'extraction de ressources naturelles, soutiennent les partenaires. Bien que les efforts consentis par le gouvernement congolais depuis quelques années produisent des résultats encourageants, il est plus qu'important à l'heure actuelle de renforcer le dispositif de suivi de monitoring et de contrôle efficace sur terrain. De salaire des enseignants ainsi que de leurs conditions de travail et la qualité de l'enseignement RDC était au cœur de l'atelier d'évaluation annuelle de l'inspection scolaire 2020-2021, travaux clôturés par le ministre des tutelles. Le reportage Luxandre Kabala, Séverine Pascal Katanda et Jean-Pierre Chibangou. L'amélioration des salaires, les conditions de travail et les frais de fonctionnement alloués aux gestionnaires des écoles sont parmi les recommandations faites au gouvernement contenues dans le rapport annuel de l'évaluation des activités de l'inspection scolaire présenté lors de la clôture par M. Kazadinda Dominique, inspecteur provincial principal du Haut-Tuélé, rapporteur de ces assises au cours desquelles beaucoup de faiblesses ont été relevées et la proposition de diverses recommandations à l'instar de différents inspecteurs généraux adjoints de différents domaines, finances, administration, formation, archives et documentation. Présent à ces assises, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, ayant suivi attentivement les interventions des uns et des autres, a déploré le caractère coutumier d'élaborer le rapport de la réunion annuelle de l'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2020-2021. Il a instruit les inspecteurs d'évaluer sans complaisance l'année qui vient de s'achever. Ceci, après avoir passé en revue le secteur et sous-secteur qui devraient aussi faire objet de l'évaluation. Tourné autour de deux grandes thématiques dont l'identification des antivaleurs et la proposition des remèdes ainsi que l'encadrement et la pérennisation de la qualité, il s'en est suivi la remise officielle du rapport au ministre. Il n'y a pas de conflit ni une désorganisation au sein de la Fédération congolaise des personnes handicapées, FECOFA. Après la disparition du président Martin Ekanda, le vice-président assume l'intérim jusqu'à la prochaine mise en place issue de l'Assemblée générale de Vinci Province. On fait le point avec Francine Atoumissi. Il n'y a pas de crise au sein de la Fédération congolaise des personnes handicapées, FECOPEA. Et depuis sa création, la FECOPEA garde son organisation avec un organigramme bien structuré. Après le décès de son président Martin Ekanda, c'est le vice-président Shindani qui gestion efficiente. Aujourd'hui, un ancien secrétaire général de cette organisation démissionnaire et déserteur, entraînant dans sa suite certains détracteurs, veut semer du désordre. Face à cette situation, le vice-président AI, Shindani Kambakamba, a convoqué une assemblée générale pour une mise au point. À la FECOPEA, nous avons des vice-présidents dans chaque catégorie et des secrétaires généraux adjoints élus dans chaque catégorie. Comment lui, le secrétaire général qui avait déjà déserté, peut venir convoquer une assemblée générale et il est presque déphasé parce que tout ce que nous faisons comme réalisation ici, il ne parvient plus à suivre. Bien avant même le décès de notre président national, paix à son âme, il ne venait pas ici à la FECOPEA. Il n'a même pas participé aux obsèques de notre président national, sous prétexte que non, il était malade. Nous confirmons que le comité ad intérim mis en place officiellement ici
existe et continue à exister. La FECOPEA a un caractère national. Personne donc ne peut s'arroger le pouvoir abusivement de l'engager sans assemblée générale. Vous avez sans doute reconnu le commentaire d'Hérodé Panda. Autre chose, rendre la vie paisible et sans antivaleur dans la ville-province Kinshasa, objectif de la sensibilisation des femmes membres de la Ronde pour la paix à travers les communes. Mais cette fois-ci, elles ont été dans la commune de Kimbantseke. Reportage Raphaël Ntsadi et Christine Lenzo. La sensibilisation des leaders communautaires et des jeunes autour des valeurs de paix se poursuit à travers la capitale. Les femmes membres de la Ronde pour la paix se sont rendues cette fois-ci au quartier Malonda à Kimbantseke, une occasion pour elles de conscientiser la représentation de cette population qui aspire vivre dans un climat apaisé. Selon les chefs de quartier présents à cette tribune d'expression populaire, ces jeunes sont souvent entraînés dans le groupe de Kuluna faute d'opportunités d'emploi. En plus des structures d'encadrement des jeunes qui restent inopérationnelles dans les 46 quartiers de cette commune de Kimbantseke. Il est important de parler avec ces jeunes, de les conscientiser autour des valeurs de paix. La commune de Kimbantseke a 46 quartiers, mais aujourd'hui nous sommes ici, nous avons regroupé les jeunes. On se met à la minute. Moi, je trouve que nos pères. Apprécier l'exposé de ces deux expertes de la Ronde pour la paix, Gertrude Baende et Faye Mwangiloa, les appelant à bannir à l'heure. Il y a nécessité de poursuivre ce genre d'échanges, ont-ils estimé, pour un compte de la paix, gage du développement. Artistique. Cette nouvelle bâtisse a été remise aux bénéficiaires ce mercredi 22 septembre 2021 par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Il faut dire que l'ouvrage a été construit dans le cadre du projet Ensemble pour Béni, chapeauté par la MONUSCO et l'Organisation internationale des migrations OIM pour contribuer à la stabilisation de cette zone longtemps meurtrie. Ce nouveau bâtiment comprend entre autres 17 bureaux et une grande salle, le coût étant de plus de 249 000 $ américains. Pour rappel, l'ancien bâtiment de la mairie de Béni avait été incendié vers fin novembre 2019 par des manifestants en colère qui s'insurgeaient contre l'insécurité dans la zone. Les bénéficiaires se réjouissent car leurs conditions de travail seront désormais améliorées. Le gouverneur militaire Constant Ndima remercie les bénéficiaires financiers et techniques pour leur soutien au processus de pacification dans sa province. Je tiens à remercier les partenaires devant moi pour leur appui au gouvernement de la République démocratique du Congo dans les réalisations de grands ouvrages comme celui du bâtiment de la mairie de Béni construit aux standards internationaux. De son côté, le chargé des missions du programme Starek au Nord Kivu, Mataba Rosuni, a reconnu l'apport des gouverneurs militaires et civils en congé ainsi que des élus de Béni dans l'obtention des fonds ayant abouti à la construction de ce bijou. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, il n'y a qu'un pas et d'une inauguration à une autre. Cette fois-ci, c'est le bureau de la ligne maritime congolaise qui vient d'être inauguré au Sud Kivu. Regardez. Une cérémonie de taille qui marque l'ouverture officielle et solennelle du bureau des lignes maritimes congolaises Sud Kivu et le lancement des activités de cette société du portefeuille dans cette partie de la République. Cérémonie présidée par le gouverneur Théongwa Bidjekassi en présence de quelques membres du gouvernement provincial. Le géant de mer, ligne maritime congolaise, était représenté par le directeur d'exploitation Sud-Est, Liévin Mukunda. Cette manifestation a aussi connu la participation de quelques importateurs et exportateurs exploitant les ports africains de Mombasa, Dar es Salaam et autres. Le directeur d'exploitation Sud-Est a tout d'abord présenté la société LMC de sa genèse jusqu'à ce jour, avant de s'attarder sur la raison de l'ouverture des bureaux qui est celle de se rapprocher davantage de tous les ports africains par où transitent les cargaisons en provenance ou à destination de la République démocratique du Congo afin d'être présentes sur les différents corridors qui desservent la République. Nous sommes parmi les armements de la sous-région encore en activité. Nous avons pour le moment le meilleur transit time par rapport à la concurrence sur la ligne d'Europe du Nord jusqu'à Matadi. Nos navires font 15 jours de mer et nous avons la latitude de réaliser des JV, des joint ventures avec des partenaires privés. Nous avons la vocation de mettre en œuvre de partenariats publics-privés dans l'exploitation de lignes maritimes afin de profiter de l'accroissement du commerce extérieur congolais, tout trafic confondu.
Pour le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngouabidjekassi, cette ouverture est un coup de pouce au développement de la province car elle va accroître ses recettes dans ce secteur et il a par ailleurs invité les importateurs et exportateurs de collaborer avec les lignes maritimes congolaises. La Fédération du réseau des ambassadeurs universels de la paix, branche du Grand Bandundu dans la province du Kwilu, a célébré la journée internationale de la paix. On écoute son coordonnateur. Au nom de la Fédération du réseau des ambassadeurs universels de la paix de Bandundu, de lancer un appel vibrant aux combattants qui écument l'Est de notre pays à déposer les armes et à donner au peuple frère de ce coin une chance à la paix, car cette paix constitue le socle pour le développement de notre pays. Le thème central de cette année, la réconciliation entre les institutions de l'État avec sous-thème éducation pour la paix. Pour paraphraser Ban Ki-moon, secrétaire général honoraire de l'Organisation des Nations Unies, il ne suffit pas d'apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter. Il faut aussi leur enseigner le respect des autres et du monde dans lequel nous vivons et favoriser ainsi l'avènement de sociétés plus justes. C'est pourquoi nous devons mettre en place des programmes d'éducation à la paix avant l'organisation de nouvelles élections générales dans notre pays. Ne ménageons aucun effort pour apprendre ensemble comment promouvoir une culture de paix universelle et sauvegarder la stabilité des institutions actuelles. Ces journaux avec cet autre appel de la paix où les serviteurs de Dieu sont appelés à œuvrer pour la promotion justement de la paix, pour la bonne marche du pays. On écoute le pasteur Lotoko Bokombe. C'est le message de paix. S'entendre. Nous, par le biais du prophète Lotoko Bokombe, nous venons donner un message à la nation. On a beaucoup souffert et nous devons arrêter tout cela. Nous prétendons servir Dieu, mais il y a plusieurs églises qui parlent au nom de Dieu, mais qui ne servent pas ce Dieu-là. Et pourtant, l'église était appelée à réguler la paix. Au niveau de la politique, ça ne va toujours pas. Les partis politiques s'entretuent, s'entredéchirent pour trouver le leadership. Au niveau du peuple, il n'y a que des pleurs. Et quel est le rôle de Dieu, quel est le rôle de l'Église dans tout ceci? C'est pourquoi le prophète Lotoko Bokombe nous a révélé de le dire à la nation que fini ces peines. Maintenant là, nous devons nous entendre et laisser la charge au prophète Lotoko Bokombe d'harmoniser les idées, de nous guider et vivre en paix dans notre pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à très vite. Au revoir.